et moi-même pour vous parler du travail que nous engageons depuis, la mobilisation que nous engageons déjà depuis plusieurs années sur la taxation des multinationales et en particulier des GAFA. Nous avions, comme le Sénat vient de voter un amendement très important qui, je crois, peut ouvrir une nouvelle ère d'efficacité dans la taxation des GAFA, nous avons souhaité vous en parler et vous dire qu'en effet, nous nous engagions dans une mobilisation de longue durée, qu'on ne lâchera pas tant que nos États, la France, l'Europe et éventuellement les structures mondiales n'auront pas mis fin à cette véritable injustice structurelle qui affaiblit les moyens de nos États-nations, quels qu'ils soient, donc les moyens pour les peuples de se soigner, de s'éduquer, etc. Et que donc ce combat est un combat de longue haleine. Et donc on vous parlera de la campagne qu'on a appelée Paradise Guerilla, car en effet, si nous avons pu avancer sur ce dossier, c'est quand même, et là il faut d'abord les remercier, grâce aux lanceurs d'alerte et à toutes les opérations qui ont été progressivement, notamment les Panama Papers et plus récemment les Paradise Papers, qui mettent sur la scène publique le scandale de cette soi-disant optimisation fiscale qui est en fait une évasion fiscale rendue possible par des législations souvent mal ficelées. D'ailleurs, de ce point de vue, par exemple, récemment l'opération Airbnb, qui est un autre sujet, puisque là on est dans les plateformes et non pas dans la taxation des grandes entreprises multinationales, dans ces plateformes Airbnb, quand on nous dit que la carte prépayée était légale, non, le gouvernement peut, et je l'ai demandé, doit se retourner juridiquement parce qu'il y a manifestation, intention de fraude fiscale qui est pénalisée dans le droit français. Mais j'en reviens à notre opération Paradise Guerilla et à cette taxation des GAFA. Dès 2015, nous avons travaillé avec toute une série de groupes politiques. Je pense en particulier à notre collègue M. Bocquet du groupe communiste qui avait été le président de la commission parlementaire sénatoriale sur l'évasion fiscale, qui avait émis un rapport quasi unanime. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a quand même heureusement un large front capable de s'organiser sur ces sujets. Nous avions travaillé à comment sortir de cette soi-disant impuissance à taxer les GAFA. Et nous avions travaillé avec Sauvons l'Europe parce que nous voulions être à la fois dans une activité où la France prenait des initiatives pour la France et en Europe, et d'autre part parce que nous pensons qu'il faut aussi mener ce combat au niveau des institutions européennes et avec les autres Européens. Ces deux combats doivent être complémentaires sans être totalement identiques, parce que l'argumentaire, on attend que l'Europe ait décidé pour agir, vous voyez bien que ça risque d'être un peu long. Donc on avait travaillé avec Sauvons l'Europe, et d'ailleurs lancé une première pétition qui s'appelait Too Big to Tax, qui était de dire, c'est pas parce qu'ils sont gros et multinationaux qu'on doit les taxer. Bon. Donc on avait déjà en 2015 déposé un amendement quasi similaire, en tout cas très proche, de celui que nous venons de déposer. Et cet amendement avait déjà été voté contre l'avis de la Commission des affaires économiques et celle du gouvernement par le Parlement en séance publique. Et nous avions obtenu le renfort dans tous les rangs, chez nos amis centristes, dans le groupe à l'époque UMP, et en particulier de M. Carucci, qui, ayant siégé à l'OCDE, s'était rendu compte que si la France ou certains grands pays ne font pas des propositions concrètes pour la mise en œuvre des intentions de l'OCDE, ça patine, et après, c'est une espèce de compromis pas forcément bien efficace qui sort. Et donc, il avait plaidé pour le fait que la France prenne position, comme la Grande-Bretagne, mais j'y reviendrai, pour qu'on soit en situation de aussi peser dans les règles de l'OCDE. On avait voté cet amendement. Bercy nous avait dit à l'époque, ne vous inquiétez pas, votre amendement, il n'est pas bon, on a une meilleure méthode. D'ailleurs, on va faire payer Google
Et il nous annonçait, c'est 12 millions, hein, je crois, qu'il demandait à Google. Sauf que nous, on leur avait dit qu'on avait des grandes craintes qu'ils perdent au tribunal, parce que justement la loi n'était pas assez ficelée. Et hélas, pour l'instant, au moins en première instance, le tribunal administratif a considéré que cette amende n'était pas fondée juridiquement. Donc, ça fait maintenant 2 ans que ces grands groupes ne payent que des cacahuètes comme impôt en France. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, mais en tout cas en France. Donc, nous avons repris notre bâton de pèlerin au moment où le Sénat vient d'être renouvelé, où on a un nouveau président, un nouveau cadre. On s'est dit, il faut reposer la question, et qu'entre-temps, Paradise Papers était sorti, on a dit, il faut reprendre notre bâton de pèlerin. Que dit cet amendement? Cet amendement, il tente de résoudre une question que d'ailleurs le tribunal a mis en exergue dans l'affaire Google, c'est de dire, on ne peut taxer en France que des établissements stables, dits stables en France. Installation stable en France. Et la question, c'est quoi un établissement stable en France? Enfin, en France ou ailleurs. Et l'amendement dit, nous considérons comme établissement stable en France tout établissement dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros annuels. Inutile de vous dire que pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il ne faut quand même pas être simplement évaporé et ne pas avoir de fait des liens objectifs avec un pays. Ce n'est pas des petites sommes. Bon. Donc, et 10 millions, c'est pas beaucoup. Alors, on a mis 10 millions, on pourrait mettre plus. Après, c'est une question d'opportunité. En tout cas, on avait mis 10 millions parce qu'il y a aussi toute une série de plateformes qui n'ont pas forcément un chiffre d'affaires apparent. Bref. Cela dit, on a mis 10 millions. Ça, c'est évidemment négociable. Cet amendement, on l'a beaucoup travaillé. Là, je remercie les amis de Sauvons l'Europe qui ont beaucoup de réseaux d'experts très compétents sur le droit européen, sur le droit international, etc. Nous avons plutôt des traditions de connaissance du droit français. Et donc, même si j'étais vice-présidente du Parlement européen, j'ai une certaine idée de ça, mais ça évolue vite. Donc, et avec Sauvons l'Europe, nous avons travaillé à cet amendement sur tous les points de vue juridiques et surtout pour répondre à tous les arguments qui nous avaient été donnés jusqu'à présent en disant c'est pas bien pour ça, c'est pas bien pour ça. Bon, voilà, tout ça a été. Et le Sénat, lundi, a voté à la quasi-unanimité des présents, en tout cas une très très large majorité venant de tous les groupes du Sénat, sauf La République En Marche qui vote toujours avec le gouvernement. Nous avons, c'est assez traditionnel, mais de ce point de vue, on pouvait penser que les temps changeaient. Bon, passons. Donc en tout cas, ça a été voté. Et maintenant, c'est entre les mains de l'Assemblée nationale. Et dès le début, nos amis de Sauvons l'Europe avaient insisté sur une chose, c'est que s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne qui accompagne le travail des élus et des parlementaires, notre capacité à convaincre les pouvoirs publics est beaucoup plus faible. Et on s'enferme dans un dossier uniquement technique. Il faut assumer la technique, parce qu'on ne peut pas faire des choses bricolées. Mais il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets et ne rentrent pas dans l'idée d'une certaine fatalité. On ne peut rien faire, c'est pas possible, etc. Là, donc, après, on avait donc commencé à préparer une campagne de mobilisation, Paradise Guérilla, avec un site sur le site de WeSign It pour signer la pétition, et qui est aujourd'hui à 11 000 signataires, je crois, à peu près. On se fixe comme premier objectif 15 000 signataires, et évidemment pour aller au-delà. Mais une mobilisation, c'est pas uniquement, et ça Arthur vous le dira, il vous donnera des arguments techniques, c'est pas une mobilisation, c'est pas simplement signer, mettre un clic, même si dans les temps contemporains, certains imaginent que ça suffit. Non, nous pensons qu'il faut aller plus loin, il faut permettre aux citoyens de s'exprimer, de comprendre, de s'informer, parce que c'est des sujets où, au-delà de l'évidence qu'il faut les taxer, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se met en œuvre, pourquoi ça bloque, comment on peut débloquer, et suggèrent aussi eux-mêmes des actions. Donc nous allons poursuivre ces actions, mais moi je vais peut-être, et Arthur vous en parlera, moi je vais plutôt insister sur le fait que
Beaucoup de mes collègues parlementaires, je pense à Nathalie Goulet ou Roger Carucci ou Éric Boquet ou d'autres, se sont dit, on a travaillé ensemble pour faire gagner cet amendement, il faudrait peut-être qu'on continue, hein, pour convaincre mieux l'Assemblée, pour travailler sur des bonnes solutions, etc. Parce que le Sénat n'a pas fait voter que cet amendement. On a voté un autre amendement sur les plateformes, l'obligation de déclarer, mais l'obligation aussi de faire connaître au fisc tous les échanges supérieurs à 2 000 € annuels sur la plateforme pour qu'ils puissent être taxés. Bon, vous voyez, il y a tout un travail qui est fait, et c'est souvent les mêmes qui votent ensemble sur ça. Donc, on va travailler avec les parlementaires autour de cette campagne Paradise Green pour voir ce qu'on peut faire pour faire avancer. On fera une journée. En tout cas, je prendrai l'initiative, je pense, avec mes collègues si possible. On va faire une journée de travail au mois de février-mars avec les spécialistes, je pense en particulier aux syndicats, on les avait vus, aux impôts, qui peuvent nous dire, voilà, nous, ce qui bloque, pourquoi, etc. Avec des journalistes qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui connaissent bien les détours de ces dossiers, avec des experts et des élus et des citoyens. Donc, on va continuer notre action, mais nous avons impérativement besoin que tout le monde sache qu'il y a des solutions et que le Sénat les a déjà votées à l'unanimité, donc ce n'est pas un coup d'un groupe qui veut faire un coup de com', hein, parce qu'il faut que ces dossiers, que ces sujets reviennent sur la place publique comme un enjeu de débat citoyen et pas seulement comme un temps légitime de ras-le-bol quand on voit les Paradise Papers ou les Panama Papers. Il faut qu'on arrive à avoir un vrai débat sur on peut faire comment et est-ce qu'on peut aller au bout de l'action pour avoir une juste taxation de ces sociétés. Donc voilà l'état d'esprit qui est le mien. Donc on appelle les gens à rejoindre la pétition. On va prendre des nouvelles initiatives. Je vous ai parlé de celles que j'allais prendre au Sénat avec mes collègues et un peu sur le plan législatif. Arthur va vous dire à la fois sur le Fonds européen et sur la mobilisation citoyenne et le contenu du dossier ce qu'il en pense. Mais je vais terminer en disant il y a quand même une urgence à ce que toutes celles et tous ceux qui connaissent des députés écrivent à leurs députés qu'en deuxième lecture va venir, vous savez comment c'est, première lecture, deuxième lecture, ça va venir à nouveau à l'Assemblée. Et il faut que les députés, au-delà de leurs étiquettes politiques, se sentent mandatés, mobilisés pour voter cet amendement qui a été retenu par le Sénat. Voilà. Donc, en tout cas, je suis à votre disposition pour des questions, mais je vais d'abord donner la parole à Arthur. Bonjour. Alors, je vais d'abord remercier Marie-Noëlle Lienemann, avec laquelle nous travaillons depuis maintenant un certain nombre d'années sur ces sujets, et qui a réuni autour de ces questions, je dirais, une large coalition au sein du Sénat, qui montre d'ailleurs une certaine unanimité transpartisane sur ce point. Pourquoi ? Parce que la perte de substance fiscale sur les grandes entreprises, il y a une perte qui est directement liée à ces grandes entreprises individuelles, qu'on ne sait même plus évaluer tellement elle est grande, on compte en milliards d'euros pour les budgets européens, mais ça se traduit aussi par une pression constante à la baisse sur l'imposition des entreprises. Et on voit bien que les taux d'impôt sur les sociétés dans tous les grands pays est orienté à la baisse à cause de cette pression. En France, selon le Conseil national des impôts, les très grandes entreprises n'ont plus qu'un taux d'imposition réel de 13% à l'heure actuelle, et on continue à baisser. Or, comme ces impôts financent les services publics et la solidarité nationale, si les grandes entreprises payent de moins en moins, mécaniquement, ça veut dire que ce sont les contribuables personnes physiques, les citoyens, et les petites et moyennes entreprises qui payent à la place, et donc la charge s'accroît pour les autres. Donc c'est un sujet qui est complètement partagé au sein du monde politique. La difficulté, c'est qu'une grande partie de ces normes sont aujourd'hui internationales et qu'il y a un millefeuille quelque part entre des normes de niveau de fait mondial à l'OCDE, leur déclinaison au niveau européen, leur déclinaison au niveau national,
mais c'est un mouvement qui fonctionne dans les deux sens, puisque en fait, les normes internationales sont également construites à partir de l'expérience des pays nationaux, et donc à partir des droits fiscaux nationaux. Et donc il y a une espèce de mouvement de va-et-vient. Et l'idée qu'on a essayé de pousser avec Marina Lindemann n'était pas du tout de mettre en place un espèce de droit français séparé du droit mondial, mais de s'insérer dans ce mouvement de va-et-vient avec le mouvement de révision qui est en cours en ce moment à l'OCDE sur les définitions fiscales, pour venir apporter un peu notre pierre et notre point d'appui sur quelle pouvait être la définition. En l'occurrence, le point qu'on a retenu, c'est la notion d'établissement stable. Ce dont il faut bien prendre conscience en fait sur ces sujets, c'est que le nœud au niveau mondial est un nœud européen. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des paradis fiscaux un peu partout dans le monde, des confettis de sable blanc dans les Caraïbes avec des palmiers, c'est très joli. Mais la réalité, c'est que l'Europe est le plus gros marché mondial, qu'en son sein ont été mis en place une présomption, on va dire, de bonne foi et de fonctionnement entre les différents États membres, et que par conséquent, si vous avez un paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne, les effets sont absolument démultipliés, parce que ça veut dire que les entreprises ont directement accès depuis un paradis fiscal au plus grand marché du monde, avec les accords de libre-échange qui derrière permettent d'aller... Le résultat concret de ça, c'est qu'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman a calculé il y a quelques années déjà que si on prend uniquement le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande, ça représente 10% des bénéfices mondiaux des entreprises américaines. Or, ces pays représentent 2% du PIB, donc manifestement, il y a un problème quelque part. Et comme l'Union européenne décide en matière fiscale à l'unanimité, chacun de ces pays a un droit de veto sur les décisions qui vont être prises. Donc le nœud au niveau mondial et le corps du combat, quelque part, se joue au niveau européen. Il ne va pas se jouer purement au niveau français, il ne va pas se jouer purement au niveau de l'OCDE, et donc nous avons quelque chose à co-construire avec une pression. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Commission est du côté de la lutte contre les paradis fiscaux. Elle essaye de mettre en place des initiatives sur la TVA, sur la définition de qu'est-ce que c'est que la base taxable d'une entreprise. La commissaire à la concurrence, Madame Margaret Vestager, attaque de manière régulière ces paradis fiscaux au Luxembourg, en Irlande, sur les cas Amazon et Apple, pour que les entreprises qui ont déclaré être là au moins payent les taux d'intérêt locaux, enfin les taux officiels locaux. Apple a quand même reçu une amende de 13 milliards d'euros à payer à l'Irlande, qu'elle ne payait même pas, puisque derrière il y avait un arrangement qui lui permettait de ne pas payer d'impôts en Irlande. Pierre Moscovici, qui est commissaire aux taxes, a essayé de mettre en place une liste noire des paradis fiscaux, mais là c'est la même chose. Elle était validée par les États à l'unanimité, et donc le résultat est tel qu'il s'est publiquement désolidarisé du résultat, ce qui est quand même absolument exceptionnel, et qu'il a dit qu'il considérait qu'il revenait aux États d'assumer leurs décisions devant les citoyens. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'isolé, on peut très bien imaginer des coalitions. Une des difficultés, c'est que les administrations fiscales sont extrêmement frileuses sur ces sujets-là, parce que l'état du droit est quand même favorable à l'heure actuelle aux entreprises, et donc il y a un risque, en faisant des contentieux, de les perdre. L'exemple type Google, mais également, on a beaucoup entendu parler récemment de la tentative au début du quinquennat Hollande de mettre en place une imposition différenciée au sein des groupes de sociétés pour éviter les manipulations, qui a été censurée par la Cour de justice européenne dans un premier temps et le Conseil constitutionnel ensuite, à tel point qu'un rapport a été commandé à l'inspection des finances pour comprendre où avait été l'erreur. Mais la réalité, en fait, c'est que si vous attendez qu'il y ait un accord international auquel est parti les différents paradis fiscaux qui ont tous un droit de veto dans ces accords à l'OCDE et au sein de l'Union européenne pour faire quelque chose, et qu'en attendant cette espèce de grand soir unanime, il ne se passe rien, le résultat concret, techniquement, c'est qu'il ne se passe rien et qu'on peut attendre pas mal de temps. Et donc, nous estimons, et c'est un peu le propos de Paradise Guerilla, nous estimons qu'il faut aller saisir toutes les occasions de contester la situation fiscale actuelle,
parce que c'est à l'occasion des contentieux, des combats individuels sur chaque cas, que va évoluer le système fiscal et que les opportunités vont s'ouvrir. Ça veut dire, il faut être clair, ça veut dire effectivement qu'il va y avoir des défaites. Dans tout combat de long terme, de longue haleine, il y a des avancées et puis il y a des cas sur lesquels on échoue. Si une optique de préservation est prise dans laquelle on ne veut surtout échouer sur rien, à ce moment-là, en fait, on ne bougera pas. Et donc, pour contourner ça, nous proposons une optique générale de guérilla contre les paradis fiscaux qui doit être menée par tout le monde. La Commission européenne, on a dit, on a pris sa part. Elle a lancé des procédures contre les pays qui ne taxent pas les entreprises qui sont domiciliées chez eux. Elle a tenté une liste noire des paradis fiscaux et elle enregistre un échec, mais bon, elle en prend acte politiquement. Il faut que le Sénat a pris ses responsabilités et a voté un certain nombre d'amendements, dont celui sur lequel nous avons coopéré. Il faut que les États prennent également leurs responsabilités. Nous préconisons depuis un certain temps que les différents services fiscaux de plusieurs États fassent cause commune pour redresser certaines grosses entreprises, pour parvenir à un diagnostic commun sur l'endroit où se situent leurs bénéfices. Au moins mettre en commun l'enquête. Après, chacun a ses règles de droit, prend sa décision de son côté, les règles de prescription, les amendes, etc. Mais en ce qui concerne savoir à quel endroit sont les bénéfices des entreprises, est-ce qu'elles ont déclaré ou pas, il n'y a pas de raison que les États volontaires, qui sont lésés, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, ô combien, ne puissent mener une enquête commune, parvenir à un diagnostic commun, donc plus fort, et par ailleurs, à cette occasion, imposer une interprétation commune de quelles sont les règles qui doivent gouverner la localisation des profits. C'est en cours au niveau international avec l'OCDE. Les critères de l'établissement stable font un peu des va-et-vient. Ils sont évidemment très proches de l'amendement qu'on a déposé, puisque cet amendement est fondé sur ces critères. Et là, il faut aller au-delà, et nous le pensons, impliquer les citoyens là-dedans. D'une part parce qu'évidemment ils peuvent faire pression sur les différentes instances publiques qui sont leurs représentants, mais d'autre part aussi parce que, après tout, c'est un combat qui peut être parfaitement décentralisé, et chacun peut rejoindre une association, aider, trouver une initiative à soutenir. Aujourd'hui, c'était aider le Sénat dans la rédaction et le soutien d'un amendement. Demain, ça peut être tout à fait autre chose. Marie-Noëlle Lienemann vous a parlé du système mis en place par Airbnb avec un porte-monnaie électronique qui est intraçable par l'administration fiscale et qui permet concrètement à tout contribuable qui souhaiterait ne pas déclarer ses revenus Airbnb à l'administration fiscale, ma foi, d'avoir un risque extrêmement minimal. Madame Lienemann a interpellé le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais après tout, est-ce que n'importe quel citoyen ou n'importe quelle association qui est active dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale ou de la lutte contre la corruption ne pourrait pas regarder elle-même si elle n'a pas des moyens d'action? C'est donc quelque chose d'absolument général auquel nous pensons qu'il faut appeler les États, les législateurs, les entreprises vertueuses, les associations et les citoyens à se livrer. Voilà. Alors peut-être vous demandez s'il y a des questions. Nos amis du Gondiblog, peut-être? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Donc peut-être, voilà, allez-y, présentez-vous, monsieur. Oui, Alain Mouton-Ligère, je suis retraité, mais j'ai beaucoup travaillé sur les prix de transfert chez Renault, où j'ai exercé pendant près de 25 ans. Et donc c'est un sujet que j'ai abordé dès que le sujet est devenu officiel, c'est-à-dire en 1995. Donc là, une question que je posais, mais elle est peut-être un peu naïve, c'est que si on proposait, par exemple, le choix aux entreprises multinationales entre des impôts nationaux et un impôt européen, avec un taux d'imposition qui serait évidemment inférieur au taux français, mais qui serait supérieur au taux irlandais, est-ce que la Commission européenne, est-ce que l'Europe, est-ce qu'il y aurait des États pour s'y opposer? C'est-à-dire dans la Constitution européenne, enfin pas dans la Constitution, dans les traités existants, il n'y a pas d'impôt européen. Non, mais on peut le créer. Voilà, mais justement pour le créer, il faut l'unanimité.
Oui, mais est-ce que juste... Oui, Alors, vous avez raison, mais est-ce que des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou autres pourraient, je dirais, oui, s'opposer? certainement, parce Oui. qu'on a déjà ce débat sur le budget communautaire. Hein, pour avoir l'idée était d'avoir ce qu'on appelle les ressources propres de l'Union. Hein. Alors, il y a eu plusieurs idées. Il y a eu par exemple la taxe sur les transactions financières. Au lieu de les faire par État, d'avoir une taxe européenne. Bon, même minime sur les petites transactions, et d'autant plus que si c'est européen, on n'a pas besoin de taxer beaucoup chaque transaction. Retoqué, pas seulement par le principe de la taxe, ce truc, mais parce que c'est européen. Il y a des tas de pays qui refusent des taxations européennes. On a même discuté à un moment le fait que, vous savez, la taxe sur le fameux débat sur les portiques, la taxe sur les camions qui font des longs trajets, etc. Comment? Écotaxe, voilà. L'idée, ce serait d'avoir un bout de l'écotaxe qui pouvait être européenne, parce que justement, ça évitait l'évitement pour ne pas payer à tel endroit, on tourne dans tel autre pays, etc. Refus identique. Alors, cela dit, ce que vous préconisez là, ça fait partie des combats à mener dans la longue durée. Hein. Donc, il y a plusieurs hypothèses à avoir dans la longue durée. On pourrait imaginer que s'il y avait un petit regroupement de l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses, hein, qu'on se mette d'accord sur l'idée qu'il y a des taxations, et celle-là pourrait être un bon exemple. Hein, parce que là, pour le coup, c'est encore plus simple de le faire sur l'ensemble de l'Union européenne. Bon, pour l'heure, ça n'est pas à portée de main. C'est d'ailleurs tout le débat qu'on a aujourd'hui, c'est à force de penser à des choses très lointaines, qu'on aimerait voir, mais qui ont des blocages politico-institutionnels, il ne faut pas négliger ce qu'on peut faire dès maintenant, et comme le disait Arthur, qui portent des pierres qui vont dans le sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choses contraires à ce qui se négocie globalement, à l'OCDE, les BEPS, ou au niveau européen, mais qui apportent une pierre, un éclairage, une certaine efficacité immédiate. Parce qu'on ne peut pas attendre non plus, c'est des ressources très importantes, et comme disait Arthur, pendant ce temps-là, on paye pour eux. Hein, le message qu'on peut dire aux Français et à nos concitoyens européens, voire mondiaux, parce que le sujet est vrai dans les pays du tiers-monde, hein, moins sur peut-être les GAFA encore, mais sur quelques grandes multinationales, on paye pour eux. C'est-à-dire à mesure qu'ils font cette optimisation, et qu'on ne peut pas écraser non plus nos PME, qui, elles, se trouvent à apporter une charge qui devrait être partagée plus largement, et qui disent « mais pourquoi nous on paye 30 alors qu'eux ne payent que 13 ?» Eh bien, ça revient sur les citoyens, ou alors il y a une dégradation de nos infrastructures, de nos services, etc. Et on arrive à des débats qui sont, à chaque période où il y a une grande modernisation technologique qui s'opère, il y a une mutation du système, et à chaque période, il y a une grande tentation qu'une petite minorité s'accapare les opportunités de cette modernisation, de cette évolution. Et bien, tout l'enjeu, c'est de trouver les moyens de répartir justement ces opportunités et pas subir la domination de nouveaux émergents qui vont capter les richesses. Donc voilà, on peut faire des choses maintenant. Votre suggestion, elle est intéressante. Elle doit être mise au pot commun des débats. Mais il faut aussi qu'on ait des actions tout de suite, intermédiaires et long terme. C'était pas à la place. Voilà. Mais un des avantages aussi, c'est étant donné que la politique du gouvernement actuellement se veut pro-européenne et veut être dynamique, ça pouvait être aussi un outil pour sensibiliser le gouvernement. Mais voyez, par exemple, de la chose. La taxe sur les transactions financières. Ça fait je ne sais plus combien d'années qu'on nous dit qu'elle va émerger. Oui, mais l'Angleterre s'y opposait. Non, mais attendez, il n'y a pas que l'Angleterre. Là, je dis d'autant plus que la France n'est pas exempte. Parce que là, on voulait absolument éviter que je ne sais quelle transaction qui était très forte sur la place de Paris et qui touche les grandes banques françaises ne soit pas dans le champ des transactions. Hein. Alors, par devant, en grand discours, et je le dis, tout bord confondu, hein. Et puis par derrière, hop, on essaie de négocier, et tant qu'on n'a pas obtenu notre petit truc, on bloque. Alors, on n'était pas les seuls à bloquer, hein. Si avec la France, je pense qu'on n'aurait pas résisté longtemps. Mais alors qu'on devait être allant, que le message politique c'était on est allant, on faisait partie des bloquants. Bon. Donc ce qui est très important, c'est qu'effectivement, au-delà de l'intention, parce que c'est ça aussi qui décrédibilise la politique. Quand on vous dit des grandes intentions, vous allez voir, je vais faire, ça va, machin, et puis que objectivement, on ne mène pas toutes les batailles qu'on peut, et qu'on ne prend pas tous les espaces permettant d'avancer,
eh ben, ils se disent il y a un double discours. Parfois c'est vrai, parfois c'est aussi par manque de niaque, de conviction, de bataille, voilà. Mais il y a aussi le poids énorme des lobbies.